Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Et cette émission que nous avons baptisée Lendemain de fête, lendemain de JO, avec Virgile Caillet comme vraie voix, délégué général de l'Union Sport et Cycle, Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, spécialiste du sport. Ils sont avec nous pour le grand coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 couronnent indéniablement le sport français. L'événement a été une réussite unanimement reconnue sur le plan de l'organisation et surtout, les Bleus ont battu le record de médailles obtenues lors d'une Olympiade, soit 64 médailles, dont 16 en or et terminent dans le top 5 du tableau des médailles, battu de peu par l'Australie et le Japon, mais loin derrière les États-Unis et la Chine. Alors, sommes-nous vraiment une grande nation de sport? Pour nous éclairer, Frédéric Sanor, le directeur général de l'Agence nationale du sport. Cette Agence nationale du sport qui est amenée à pérenniser finalement les activités liées autour du monde du sport. Frédéric Sanor et vous les vraies voix et vous les auditeurs de Sud Radio, vous intervenez donc au 0826 300 300, vous donnez votre avis. La France, c'est la grande question. La France est-elle une grande nation sportive? Un élément de réponse par Teddy Riner. C'était le feu. Moi, je pense qu'on a fait des super Jeux Olympiques. En tout cas, je vois l'engouement, comment tout le monde kiffe. Je vois comment mes enfants sont émerveillés. Alors, je peux dire qu'ils ont découvert des Jeux Olympiques pleinement, 100% réussis. Ouais. Une ferveur française qui nous a portés tout au long de cette semaine. Et ce que je trouve positif, c'est les internationaux, les étrangers qui sont venus combattre, chercher une médaille, qui nous disent ils n'ont jamais vu ça eux aussi. Donc je pense qu'on a réussi des Jeux Olympiques mémorables. Et c'est ça qui est important, le regard aussi des étrangers sur la prestation française. Alors Frédéric Sanor, rappelons peut-être, parce que finalement vous êtes au cœur de la machine, quand on pose la question est-ce que la France est une nation sportive, c'est-à-dire que est-ce qu'elle est aussi capable de s'organiser autour de sport? C'est pour ça que l'Agence nationale du sport a été créée, vous nous le confirmez? Oui, effectivement. Bonjour à toutes et tous déjà, et merci beaucoup pour cette invitation. L'agence a été créée en 2019 avec ce double objectif de réussir, préparer déjà et puis réussir. On le souhaitait tous, les Jeux de 2024, et c'est pas complètement fini, puisque on a réussi les Jeux Olympiques et sont devant nous les Jeux Paralympiques, et ça va être là aussi une fête exceptionnelle, mais aussi l'objectif de continuer à développer le sport en France partout, sur tous les territoires et pour toutes les populations. Et donc c'est bien ces deux enjeux qui se rejoignent. Si on débute pas, si on découvre pas le sport, eh bien on ne devient pas une grande championne ou un grand champion. Et donc, c'est ce double objectif qu'on développe depuis plus de 5 ans maintenant, et avec effectivement des premiers résultats très prometteurs. Bon, et c'est important de le préciser, vous le dites depuis 5 ans. Alors cette émission, Les vraies voix, qui se veut iconoclaste sur Sud Radio, vous interroge les auditeurs, et à la question par exemple de ce coup de projecteur, la France est-elle une grande nation sportive? Vous dites oui seulement à 29% et non à 71%. Encore une fois, le principe de ce genre de consultation, c'est que ceux qui pensent non veulent surtout le dire, et les autres finalement en font bonne figure. Mais quand même, on avait du retard, vous qui êtes sur le terrain, Abel Boilly, et ça pourra aussi vous amener une question à Frédéric Sanor, mais la pratique du sport au quotidien, c'est pas si évident que ça pour nos jeunes. C'est pas si évident que ça, et pourtant il y a une immense appétence. Vous savez, je travaille aussi bien avec des jeunes de quartiers populaires de ville que de jeunes qui vivent à la campagne. Et ces dernières semaines, j'ai eu 2 types de remarques qui étaient assez intéressantes à étudier, même anthropologiquement. J'ai eu des jeunes de cité qui m'ont dit on ne veut pas être assimilé qu'au foot. On veut faire du volleyball, de l'escrime, de la natation. Très important. Et j'ai eu des jeunes de campagne reculés qui m'ont dit nous, on n'a même pas un terrain de foot, arrêtez de ne parler que des cités. Donc comme ça vient d'être très bien dit, le défi, c'est que le sport pour tous soit vraiment diffusé avec une multiplicité de choix sur l'ensemble des territoires. Parce que on parle souvent de déserts médicaux, mais en France, on a encore des parties de territoire où il y a des déserts sportifs, malheureusement. Donc devenir une grande nation de sport, c'est plonger nos enfants dans l'esprit du sport dès l'enfance.
l'enfance. Et en plus, nous, en tant que travailleurs sociaux, on le voit, mêler le sport à la citoyenneté, c'est très important. On a vu ces sportifs qui ont dit à chaque fois, on est fiers d'être français, on est fiers d'avoir mouillé le maillot pour le drapeau. Les jeunes, ils ont besoin d'entendre ça. Aux États-Unis, on voit au travers du sport, on met un petit drapeau dans les mains et dans l'esprit des enfants américains dès le jeune âge. Ça ne veut pas dire que la société américaine est parfaite, mais on a besoin de voir même la diffusion du drapeau français plus importante grâce au sport aussi. Je pense que c'est faisable. Frédéric Sanor, ça c'est un enjeu considérable, c'est-à-dire la mixité sociale, cette espèce de fédéralisme qui est au cœur de l'acte de ceux qui font le sport au quotidien. Oui, alors ça a été dit un peu plus tôt et je rejoins complètement les propos de Virgile sur le fait que quand on est dans le sport au quotidien, aussi bien dans les territoires, dans les associations, avec les bénévoles, avec les dirigeants, les éducateurs, dans les villes, dans les fédérations, on sait à quel point la puissance du sport pour fédérer, pour rassembler, pour se réunir, pour créer de la cohésion est présente. Et ça se vit au quotidien, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, dans des milliers d'endroits. Mais simplement, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Et peut-être moins la société de manière plus générale et certaines élites. Notre enjeu maintenant, que tout le monde en a pris conscience après 2 semaines exceptionnelles, c'est pas juste une parenthèse. Pour nous, dans le sport, c'est toujours comme ça. Alors là, ça s'est révélé à l'ensemble du pays, à l'ensemble de la nation, et c'est tant mieux. Mais par contre, il faut qu'on continue à montrer que cette parenthèse, elle se prolonge et qu'effectivement le sport, ça procure ces sensations tous les week-ends, tous les soirs pendant des entraînements, quand les enfants font du sport à l'école, quand le week-end les parents accompagnent les enfants dans les gymnases, dans les stades, que les uns et les autres font du sport pour se retrouver ensemble, pas toujours dans un club, mais à travers des sports plus connectés, des pratiques plus libres. Et là, on a un pays qui est sportif. On a plus de 30 millions de pratiquants réguliers qui font du sport. On a plus de 16 millions de licenciés dans des clubs sportifs. Donc nous, on a effectivement du mal à entendre qu'on n'est pas un pays de sport. On est déjà un pays de sport et je pense que si on n'était pas mûr et mature pour accueillir ces Jeux Olympiques tels qu'on l'a fait pendant 2 semaines, eh bien, ils n'auraient pas été aussi exceptionnels. Parce qu'on n'aurait pas eu le même niveau de réussite sportive et puis il n'y aurait pas eu la même mobilisation des volontaires, des bénévoles, des clubs, des territoires à travers Terre de Jeux depuis plusieurs années. Donc voilà, autant d'enjeux, mais qui sont encore devant nous pour que on fasse perdurer cette dynamique, bien entendu. Et c'est très important de le préciser parce que, bon, évidemment, nous avons tous tendance à laisser facile à crier cocorico en ce lendemain de fête réussie, encore une fois, mais les projets sont considérables. Et autour de la table, nous avons ceux qui sont acteurs de ce genre de choses. Alors Virgile Caillé, je vais venir vous chercher sur l'aspect économique, mais peut-être vous, Philippe Bouriaki. Je pense à ces enfants. Tiens, moi par exemple, je suis un papa divorcé et mon fils qui faisait du hand, je me suis battu pour que la semaine où il était pas avec papa, il puisse aller aussi avec ses matchs. Mais combien d'enfants de parents divorcés ne peuvent faire leur activité sportive qu'une semaine sur 2? Voilà, Philippe Bouriaki, il y a plein d'autres questions. Alors, c'est une réalité et justement, je vais rebondir à ce qu'a dit Abel et ce que vient de nous dire Frédéric Sanor. Sur Terre de Jeux. Je fais de l'autopromotion pour la région Île-de-France, mais de manière objective. Avec Valérie Pécresse et Patrick Caram, depuis 2015, c'est 2600 installations sportives en Île-de-France qui ont été financées. Et on va se dire les choses franchement. Moi, je remercie l'ANS pour ce qu'elle fait au quotidien. L'Agence nationale du sport. Tout à fait, qui est un vrai promoteur de sport et d'inclusion. Mais j'ai connu certaines villes, puisqu'ils avaient lancé le programme Terre de Jeux, c'était soutenir financièrement des installations sportives. Et le deal, c'était que ça se fasse avant les Jeux. Pour avoir emmené un dossier d'une école pour un fléchage au sol, pour faire du vélo, etc., on n'avait aucun interlocuteur. J'avais 10 numéros de téléphone sur le site de l'ANS à Ivry-sur-Seine. Je les ai appelés, j'ai laissé des messages. Personne ne m'a rappelé, on n'a pas pu monter le projet. Et il se trouve que sur les 5000 projets qu'il devait y avoir dans le Val-de-Marne, il n'y en a pas 5000 qui ont été réalisés. Et le problème, c'est cette complexité. Alors, bien sûr, évidemment, ça n'a rien à voir avec Jérémy. C'est toute cette lourdeur administrative qui fait que ça rend les choses complexes et que les gens abandonnent. Ça, Philippe Bouriaki, c'est très important et vous donnez l'exemple de l'Île-de-France. Mais, et c'est peut-être à ça aussi à quoi vous allez servir Frédéric Sanor et l'Agence nationale du sport, c'est que il y a plein de gens partout en France, des gens du milieu associatif qui veulent monter des choses. Et il y a tellement d'interlocuteurs
acteurs, il y a cette grosse administration. Vous prenez le pari de centraliser un peu tout aussi ? Oui, alors moi je tiens vraiment à relativiser ce qui vient d'être dit. En l'espace de 2 ans, avec le programme du plan des 5000 équipements sportifs en France lancé par le président de la République, on a accompagné en 2 ans à peu près 5500 équipements sportifs pour un peu plus de 2000 collectivités territoriales. 2000 collectivités territoriales sur ce timing-là. Ça veut dire qu'il y a 2000 acteurs et des toutes petites collectivités en ruralité comme des beaucoup plus importantes dans des zones plus urbaines ont tout à fait trouvé le chemin administratif sans aucune difficulté. Il y en aurait eu 10. Je peux entendre que derrière il y a une complexité. Quand il y a plus de 2000 collectivités qui sont financées en 2 ans sur des équipements sportifs, c'est que le chemin est assez facilement trouvable. Et on va continuer puisque le président de la République nous a demandé d'accompagner 5000 équipements sportifs supplémentaires. Ça fera 10 000 équipements sportifs. Et en l'équivalent d'à peu près 6 ans, on aura répondu finalement à un certain nombre d'enjeux, ce que faisait par ailleurs et auparavant l'ex-CNDS, qui fonctionnait avant l'Agence nationale du sport, en l'équivalent de 20 ans. Donc on aura fait à peu près 3 fois plus d'équipements sportifs sur cette période. Et je dis pas pour autant que ça suffit. Il nous en faut encore plus. Il faut rénover nos équipements, il faut les agrandir, il faut les moderniser, il faut effectivement adapter l'offre de pratique. Ça a été bien dit tout à l'heure, ou bien sûr la question des parents divorcés et de l'alternance de garde. Il faut que l'offre sportive dans les clubs soit en capacité d'évoluer, de s'adapter par rapport aux attentes et à la demande. Et là, on a aussi une responsabilité, c'est de continuer à professionnaliser le mouvement sportif pour qu'on ait des éducatrices, des éducateurs qui soient bien rémunérés, d'ailleurs, Frédéric Sanor, pour organiser la pratique. Oui, parce que on a beaucoup d'entraîneurs de clubs qui là aussi ont du mal à joindre les deux bouts, parce que pour le coup, il faut pouvoir les financer. Et pour beaucoup de clubs, avoir un entraîneur diplômé à rémunérer, c'est la croix et la bannière. Abel Boilly, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais dire 3 petits points très rapidement, mais qui sont d'une façon plus globale. France Pays du Sport aussi, ça veut dire quoi? Parce que là, on est dans la magnificence d'un héritage, en fait. C'est ça notre défi. Il y a la question de la parité. Comment est-ce qu'on met mieux en avant aussi le sport féminin par rapport au sport masculin, même si on sait qu'il y a une question de business qui est inhérente au sport qu'on ne peut pas éluder, mais il y a quand même cette demande. Je pense au gymnaste Samir Haït, qui a fait des Jeux Olympiques aux Anneaux. 0,1 point du podium. Il a fait une interview le soir même chez un de vos confrères et la première chose qu'il a dite, c'est avec mon entraîneur, on a pensé tout de suite, il faut qu'on aille s'entraîner aux États-Unis parce que il a mis en lumière des choses que l'on voit justement la relation. Ce qu'a fait Léon Marchand et d'autres médaillés. Et donc il a mis en lumière la problématique du relationnel entre les athlètes et certaines fédérations. Je dis bien certaines parce qu'il faut garder de la nuance. Donc c'est aussi la question qu'il faut se poser. Et la dernière chose, c'est comment est-ce qu'on valorise nos légendes. On a par exemple Pauline Ferrand-Prévot. On est contente, elle a eu l'or. VTT, mais cyclisme plus généralement. Ça fait 10 ans qu'elle explose tout. Elle est multiple championne de France, multiple championne d'Europe, multiple championne du monde. Et en réalité, le grand public la découvre que maintenant. Et comment est-ce qu'on honore nos légendes? Je suis très content que Marie-Josée Pérec, avec Teddy Riner, ait allumé la vase. Mais on a une personne comme Gianni Longo, qui est une légende absolue du cyclisme, par exemple. On n'en parle plus. Mais c'est pareil aussi pour les anciens footballeurs. Pour tous les sports, on peut parler de ça. On n'arrive pas à assez élever les légendes de nos sports. Sauf pour le football. Et encore pas tous. Prenez au Paris Saint-Germain, les anciennes légendes. Il y a quand même des plaintes qui se font. Alors je dis pas que comme aux États-Unis, il faut mettre des statues devant tous les stades, bien entendu. Mais il faut trouver un équilibre. Comment est-ce qu'on valorise mieux nos sports? Ça, c'est le sport de haut niveau. Frédéric Sanor, les auditeurs de Sud Radio, à la question, alors encore une fois, c'est le principe, mais 30% disent oui, nous sommes une nation sportive. Les 70 autres % disent non. Ces 70 autres %, c'est ce qu'on dit parce que ceux qui font de la gymnastique ne peuvent pas vivre de leur pratique. Celles qui sont championnes de cyclisme n'ont pas assez de sponsors et font un sport où il faut s'entraîner de manière démesurée, qui nécessite de ne pas avoir un travail à côté. C'est pour ça qu'on n'est pas encore tous convaincus d'être à fond sportif, Frédéric Sanor. Oui, non, mais on comprend bien sûr ces approches-là et ces réflexions parce qu'il y a encore du chemin à faire. On a plus de 15 000 sportifs de haut niveau sur les listes ministérielles. Nous, on en soutient chaque année un peu plus de 2000 et de manière quasi paritaire, pour reprendre le propos de tout à l'heure.
Et puis, on voit bien que dans notre délégation olympique, on a un peu plus de 500 sportives et sportifs qui sont sélectionnés et qui sont en capacité de faire des médailles olympiques. Et au final, sur ces un peu plus de 500 dans la délégation française, on en a 64 qui font des médailles, dont certains qui font plusieurs médailles. Donc on voit bien, on part de 15 000 sportifs sur les listes ministérielles, on arrive à globalement une grosse cinquantaine de championnes et champions qui font des médailles olympiques. Ce qui veut dire qu'il y a une sélection qui se fait par la performance, et dans notre accompagnement, on essaye effectivement, avec notamment les moyens publics qui nous sont confiés, de cibler dans les fédérations, avec les coachs, avec les athlètes, celles et ceux qui effectivement ont des potentiels de réussite importantes. Ensuite, il y a ceux qui sont effectivement de niveau international, mais peut-être pas A, mais B, et puis celles et ceux qui sont de bon niveau national, puis de bon niveau régional. Et là, effectivement, il faut qu'on intervienne de manière complémentaire, parce que tout ne peut pas être du rôle soit de l'État, ou en l'occurrence pour nous, d'un opérateur tel que l'Agence nationale du sport. Et peut-être simplement, pour préciser sur la remarque précédente, on a souvent, et là je trouve que la période s'y prête moins, cette tendance un peu à s'auto-flageller dans notre pays, alors que là on vient de réussir une performance sportive exceptionnelle, donc c'est le moment où il faut quand même le fêter. Et on a d'autres exemples de sportives et sportifs qui s'entraînent en France. Pauline Ferrand-Prévot, on en parlait, elle s'entraîne au Krebs de Boulouris. Et tout va bien, et elle n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Les triathlètes s'entraînent en France, par exemple. Le triplé du BMX s'entraîne soit à Sérignan, soit à Sarian. Idem pour Anthony Jean-Jean. Et donc, voilà, ils sont en Occitanie, ils développent leur projet sportif à proximité de leur famille, et tout va bien. Donc, c'est aussi important qu'on dise ça, et on a des contre-exemples. Mélanie Jésus dos Santos, on aurait aimé qu'elle performe, elle aussi, je le sais. Et ça a été l'échec de la gymnastique. Voilà, et ça a été l'échec de la gymnastique. Le du BMX, Joris Daudet s'entraîne aux États-Unis. Bon, d'accord, donc il y en a un, mais on va dire que les deux autres, non, mais bon, on en a parlé. Nous avons la chance d'avoir... On se le dit. Alors, Virgile Caillé est là. Virgile Caillé, je le rappelle, c'est le délégué général de l'Union Sport et Six, c'est-à-dire c'est le MEDEF du sport. Virgile Caillé, on a toujours deux familles dans la famille du sport. Il y a, foot, basket, tennis, cyclisme sur route. Là, on a des hyper pros, des gens qui vivent très bien. Et puis, on a haltérophilie, gymnastique, lutte, taekwondo, et là, on a souvent des tricards. Oui, alors, je crois qu'il faut faire un petit peu de pédagogie s'agissant de l'économie du sport. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on cultive vraiment ce sentiment d'infériorité, puisqu'on a l'impression, nous-mêmes, à force, quand je dis nous, c'est enfants ou partie prenante du sport, qu'on représente pas grand-chose, qu'on est un peu accessoire. Rappelons-le, le sport, aujourd'hui en France, ça pèse 71 milliards d'euros. C'est aussi gros que la restauration hôtellerie. Mais un problème de répartition des richesses. Alors, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, le sport business, parce qu'on est conditionné par les médias, le sport business, c'est pas que les droits TV, les sponsors, etc., c'est 7 milliards tout mouillés. Ça veut dire que le business, il est ailleurs, il est sur la masse. Donc aujourd'hui, indiscutablement, nous sommes une nation de sportifs. Ça, c'est sûr, c'est avéré. Dans la pratique, vous avez les chiffres. Exactement, Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, plus de 30 millions de Français qui déclarent avoir une pratique physique et sportive régulière, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est paritaire et c'est intergénérationnel. Ça, c'est de l'acquis aujourd'hui. Et on a un momentum exceptionnel. Frédéric le rappelait, on a une vraie responsabilité. C'est le moment ou jamais pour faire entendre à tous les membres du gouvernement, à tous les partis politiques, l'importance de ce que représente le sport et cet héritage qu'on doit absolument cranter, ancrer dans nos politiques publiques. Le sport, Frédéric Sanor n'est pas accessoire. Frédéric Sanor vient de dire, ce n'est pas non plus l'État qui peut tout assurer. Les entreprises jouent le rôle. Et j'allais justement en parler. Absolument, il faut engager des réflexions sur des modèles innovants. On travaillait jusqu'à présent, avant l'Agence nationale du sport, toujours en silo. C'est-à-dire les collectivités territoriales d'un côté, le mouvement sportif de l'autre, les entreprises de leur côté. Il faut arriver à trouver des nouveaux modèles, il faut être innovant. Profitons de cet élan. Est-ce qu'on est capable de l'être? D'où notre question, sommes-nous un grand pays de sport? Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de faire cette transition progressive. Il faut également que certains ministères ouvrent les yeux, l'éducation nationale, je suis désolé, mais aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, le sport fait partie du parcours et voire même c'est un tremplin pour aller vers un beau parcours Je reviens sur mon petit
champion. À partir du moment où il est entré à l'université, il n'y avait plus le temps de s'entraîner. Hein. Et voilà. Et aujourd'hui, en France, souvent, on nous dit qu'il faut choisir entre les études et le sport. Donc là, il y a encore un travail à faire. Il y a encore une certaine cohérence politique et fiscale à mettre en place. Je suis désolé, je le dis parce que c'est un de nos combats. Aujourd'hui, quand vous vous allez dans un fast-food, vous achetez un jeu vidéo, vous avez une TVA à taux réduit. Vous allez faire un escape game, c'est une TVA à taux réduit. En revanche, vous allez faire du yoga, du fitness, du sport, c'est 20% de TVA. Il y a un problème de cohérence. Quand on nous demande de bouger régulièrement, c'est essentiel pour la santé publique. Donc il va falloir mettre un peu de cohérence dans tout ça. Et puis effectivement, il faut que tout le monde se mobilise. Je pense que Frédéric est absolument conscient qu'on est à un moment absolument stratégique pour la place du sport en France. Cette reconnaissance, on doit l'obtenir et on doit l'obtenir collectivement. On n'est pas peut-être encore une nation sportive, on est une nation de sportifs qui tend à devenir une nation sportive. Voilà une réponse. Et on y est presque, je pense qu'on y est presque. D'accord, Philippe Bouriaki, rapidement. Entièrement d'accord, il n'y a rien à ajouter. Bon, pour la conclusion, Frédéric Sanor, vous restez à la tête de l'Agence nationale du sport, ça ne s'arrête pas en 2024, et vous savez le travail qui vous reste à faire, c'est ce qu'on dira en conclusion. C'est à peu près ça, effectivement, on reste hyper mobilisé, alors sur une belle dynamique. On va attendre les Jeux paralympiques et on va continuer à soutenir, accompagner. Et là encore, c'est plus de 400% d'augmentation des moyens en 4 ans autour du paralympique, et je pense qu'on va vivre quelque chose d'exceptionnel. Et en face et derrière, on sait qu'on a cette responsabilité sur l'héritage, qu'on est attendu, et nous les premiers, on souhaite transformer l'essai, on souhaite faire plus de place au sport à l'école, mais également dans les territoires, aux côtés des élus, avec l'ensemble des techniciens, booster l'action des clubs et effectivement continuer vers 2030, puisqu'on a cette opportunité maintenant d'accueillir à nouveau les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2030. Frédéric, Philippe Bouriaki. Une question très courte. Non, pas une question, juste un petit mot, parce que là on doit rendre. C'est juste une question pour savoir le budget de l'ANS. Voilà. Ouais, budget. Sans problème. Il y a un mois, on a dépassé les 500 millions d'euros de budget. On a démarré en 2019 avec 270 millions d'euros. Il y a eu un effort. Mais messieurs, vous êtes exceptionnels parce que vous avez été efficaces, court, bravo. Là, pour moi, c'est un régal. Je n'ai plus qu'à arrêter ce métier. Prenez la main. C'est ça la fête des Jeux Olympiques Paris 2024. Merci. J'espère que cette émission vous a un petit peu aussi réconcilié avec notre sport, notre pays. Allez, on a gagné. On l'a fait. Alors, nous remercions Frédéric Sanor et longue vie à l'Agence nationale du sport. Et puis les champions. Voilà. Et puis, nos 3 vraies voix ce soir, 3 experts, Abel Boilly, Virgile Caillé, pour qui c'était la première en tant que vraie voix. Il y aura des suites, là aussi. Et puis, partant. Et puis, Philippe Bouriaki, évidemment, lui, c'est l'habitué, lui, c'est l'ancien. Voilà. Merci à Marifa qui est à la réalisation. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.